l'impression que les tout-petits, là, OK. c'est les parents qui vont rendre ça hystérique. Faites quelque chose d'excitant chez vous, puis donnez-leur des bonbons. OK. Désolé pour les autres, mais M. Legault commence à parler sa conférence de presse. Mais non, mais il n'y a pas de souci. On l'écoute. Merci. À lundi prochain. Bye-bye. Au revoir. Au revoir. Un peu le fil des événements depuis le printemps, et puis mieux comprendre la situation dans laquelle on est actuellement. Donc, rappelons-nous, au mois de mars, première vague qui était très forte, et on est obligé de fermer, entre autres, les écoles, puis pas mal toutes les entreprises au Québec. Suite à ces efforts-là, au printemps, entre au mois de juin, la situation s'est calmée, l'augmentation du nombre de cas s'est calmée, et on a été capable de rouvrir, donc réouvert, mais rouvrir, c'est ça qu'il faut pas mélanger. Rouvert, c'est ça, réouvert. Bon. Alors que je ne suis pas tout seul à avoir cette difficulté-là. Donc, on a eu un bel été. On était capable de faire beaucoup d'activités, et puis on s'est habitué durant l'été quand même, ce qui était différent du printemps, de porter un masque et de se tenir à 2 mètres des autres personnes. Ça n'existait pas au printemps. On a mis ça en place cet été, mais malgré ça, en septembre, deuxième vague, et là, c'était vraiment inquiétant. On est passé d'une centaine de nouveaux cas par jour à environ 1000 nouveaux cas par jour. Puis là, nous, l'inquiétude qu'on avait, Dr. Arruda, le ministre de la Santé et moi, c'était de se dire, est-ce que ça va monter à 2000, puis après à 4000, puis là, on va engorger nos hôpitaux, puis on perd le contrôle. Donc, on n'a comme pas eu le choix, à fin septembre, début octobre, d'annoncer des mesures. Mais là, je veux quand même qu'on s'entende, là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui parle de confinement. Ce qu'on a fait n'a rien à voir avec ce qu'on avait fait au mois de mars et avril. Là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fermé dans les zones rouges les bars, les restaurants, les salles de spectacle, certains sports collectifs, et on a demandé aux gens de ne pas recevoir de visite dans leur maison. Donc, oui, ce sont des mesures dures, mais ça n'a rien à voir avec la fermeture complète là, des écoles et des entreprises qu'on a vues au printemps. Donc, c'est important de le dire. Puis c'est important de le dire, on ne fait pas ça pour le plaisir. Je le répète souvent, 3 raisons. 1, sauver des vies. Aujourd'hui encore, 28 décès. Donc, c'est vrai qu'il y a des vies qui sont en jeu. Deuxièmement, sauver notre réseau de la santé pour être capable de continuer à avoir des opérations, des traitements. Je regarde, il y a des personnes qui ont le cancer puis qui disent, bon, c'est peut-être pas un cancer fulgurant, donc on va attendre quelques mois. Je peux imaginer le stress des personnes qui sont en attente. Donc, si on veut réduire l'attente pour les chirurgies et les traitements, bien, on ne va pas avoir une grosse partie de notre personnel qui est déjà limité, qui soigne des gens qui ont la COVID. Puis, évidemment, troisième raison importante, en tout cas très importante pour moi, que je l'espère pour tous les Québécois, permettre à nos jeunes d'aller à l'école. Donc, je comprends, là, il y a à peu près 1000 classes de fermées, donc ça veut dire qu'il y a peut-être 3 % des enfants qui ne vont pas à l'école, mais il y en a 97 % qui y vont. Puis, c'est très important. Donc, je continue ma séquence. Ce qu'on s'est dit à fin septembre, puis au début octobre, c'est essayons de faire des efforts pour 28 jours. Là, on est rendu à moitié chemin du 28 jours. On est le 15 octobre. Et ce qu'on voit, quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas monté à 2000 cas par jour. On reste à un plateau d'à peu près 1000 cas, autour de 1000 cas. Des journées, c'est 800, des journées, c'est un petit peu plus. Aujourd'hui, c'est 969. Donc, on reste autour du 1000 nouveaux cas par jour depuis une bonne semaine.
Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est assez? Non, c'est pas assez. Il faut qu'on réussisse à diminuer le nombre de cas. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer dans les 2 prochaines semaines, mais je veux être bien honnête avec les Québécois. Il y a des bonnes chances qu'une partie des mesures qu'on a mises en place pour 28 jours, tout en disant ça pourrait être plus long, bien, il y a une partie de ces mesures-là qui risquent d'être prolongées. Bon, il y en a, et puis le docteur Oudol sait qu'il y a une mesure que j'aime vraiment pas, c'est le sport pour les jeunes. Puis là, bien, évidemment, c'est une question d'équilibre. Il y a la santé publique, mais il y a aussi la santé mentale et la qualité de vie là, pour nos jeunes. Donc, je ne veux pas mettre trop de pression sur le docteur Arruda, mais si on était capable de permettre aux jeunes, après le 28 octobre, de faire des sports, ça ferait bien mon affaire. L'autre chose que j'essaie de faire aussi, c'est de se dire, il y a Noël qui s'en vient. Il y a Noël, le temps des fêtes. Évidemment, ça ne serait pas le fun pour les Québécois si on ne pouvait pas, à Noël, voir nos familles, voir nos amis. Bon, quelle forme ça prendra, c'est trop tôt pour le dire. Mais est-ce qu'on sera capable d'être un groupe de 6? Est-ce qu'on sera capable d'être un groupe de 10? Il est trop tôt pour le dire, mais une chose qu'on peut déjà dire, là, c'est qu'il faut oublier les gros parties de Noël là, avec 100 personnes puis 200 personnes, là, soit des parties de bureau ou des grosses familles. Ça m'arrivait chez les Legault, il était 8 frères, une sœur, donc ça arrive des parties de 100 personnes dans les familles aussi, mais on ne pourra pas envisager ça cette année. Bon, l'autre question, où ça fait des jours qu'on discute, et ça a l'air secondaire, mais pour avoir des enfants, je sais que c'est important, c'est l'Halloween. L'Halloween s'en vient dans 2 semaines. C'est à peu près le temps que ça prend pour se faire un costume, en tout cas d'y penser, puis s'en faire un. L'Halloween, ça se passe dehors. Hein? Essentiellement, ça se passe dehors. Là. On le sait, dehors, c'est moins risqué qu'à l'intérieur. Donc, je vous annonce aujourd'hui, bonne nouvelle, qu'il va y avoir des consignes, il va y avoir des conditions, mais on va pouvoir permettre à nos enfants, pour qui c'est tellement important, de, comme on dit au Québec, passer l'Halloween. Mais 2 consignes qui sont très importantes de respecter. Première consigne, on ne pourra pas, malheureusement, passer l'Halloween avec ses amis. On pourra passer l'Halloween avec les autres personnes qui habitent dans la même résidence que nous, que ce soit pour les plus jeunes, les parents, ou les frères et sœurs, ceux qui en ont, mais on ne pourra pas passer l'Halloween avec d'autres personnes que les personnes avec qui on habite. Deuxième consigne qui est importante, il va falloir que les personnes qui donnent les bonbons le fassent en essayant de respecter le 2 mètres. Ça veut dire quoi? Bien, dans un monde idéal, ça serait de mettre un gros panier avec des sacs. L'idéal, c'est de mettre des bonbons dans des petits sacs, de rester à 2 mètres du plat de bonbons, puis de demander aux jeunes qui viennent de se prendre chacun un sac, puis essayer de ne pas toucher aux autres sacs. Là. Donc, c'est pas idéal, mais les jeunes vont pouvoir se déguiser, vont pouvoir se promener dans les rues du Québec et avoir des bonbons. Mais je vais être bien clair, là, pour les adultes, là, il n'y a pas de party d'Halloween cette année, en 2020. C'est seulement pour les enfants qui font du porte-à-porte. Et mes remerciements du jour, c'est justement pour les enfants. On les a pas mal bardassés depuis 8 mois, mais je suis toujours impressionné de voir la capacité d'adaptation de nos enfants. J'entendais des enfants dire « Oh, il y en a qui s'inquiétaient qu'on est obligé de mettre des masques. » Ben voyons donc, il n'y en a pas de problème à mettre un masque dans la classe. Là. Donc, des fois, on sous-évalue la capacité d'adaptation des jeunes. Puis en terminant, bien, je voudrais vous dire, là, puis
c'est pas une question d'être sur la défensive, c'est plus une question peut-être de se consoler. On est dans la même situation qu'à peu près tout le monde dans le monde. Même situation, puis à peu près les mêmes mesures. Là. Je vous donne quelques chiffres parce que on aime ça. En tout cas, je sais que le ministre de la Santé aussi aime ça, mais prenons le nombre de nouveaux cas. Hier, au Québec, on a eu 969 nouveaux cas. Ça donne 114 nouveaux cas par million d'habitants. Bien, juste pour se comparer, si on prend les États-Unis à la grandeur, hier, ils ont eu 177 nouveaux cas par million. Au Royaume-Uni, donc en Angleterre, ils en ont eu hier 290 nouveaux cas par million d'habitants. Puis en France, nos cousins, ils en ont eu 347 nouveaux cas par million. Donc, on peut trouver que c'est beaucoup, nos 114 cas par million, mais il y a d'autres endroits que c'est pire. Puis les mesures que je mentionnais tantôt, bars, restaurants et autres, bien, c'est pas mal comme ça partout, même si vous avez écouté les reportages sur ce qui se passe en France. En France, on a même demandé que tout le monde soit à la maison à 21 h. Donc, ça veut dire à 9 h, tout le monde est chez eux. D'abord, je rassure les Québécois, c'est pas du tout dans nos cartons, dans nos intentions de mettre un couvre-feu à 21 h. Mais je vous dis juste que, des fois, quand on se compare, on se console. Donc, je termine en vous disant, on a un gros défi devant nous. On est tous dans le même bateau. C'est une pandémie qui est mondiale. Il faut continuer de faire des efforts, limiter les contacts pour sauver des vies, pour garder nos enfants dans les écoles, puis pour sauver notre réseau de la santé, parce que si on est malade, bien, on veut être soigné. Donc, les trois mêmes raisons. Puis j'en ajouterais une quatrième pour tout mettre les chances sur notre côté de pouvoir fêter Noël avec nos amis, avec nos familles. Good afternoon, everyone. Bonjour à chacun. Il y a 2 semaines, on a été obligé d'annoncer de nouvelles contraintes afin de casser la deuxième vague en 28 jours. On dirait que nous avons été en mesure de ralentir la contagion et maintenant le nombre de nouveaux cas à environ 1000 par jour. Par contre, il nous faut continuer de réduire le nombre de nouveaux cas et, pour être honnête, je pense qu'il va falloir maintenir quelques-unes des contraintes après le 28 octobre. Mon espoir, eh bien, c'est que nous serons en mesure de voir nos amis et notre famille à Noël. Il est trop tôt pour dire quelle forme cela prendra, mais ce ne sera pas de grands rassemblements. On me pose beaucoup de questions sur l'Halloween. Je sais à quel point c'est une fête importante pour les enfants. Et j'ai une bonne nouvelle pour les enfants. Vous pourrez célébrer l'Halloween si vous suivez 2 règles très importantes. Premièrement, les enfants devront rester au sein de leur bulle, à savoir les gens avec lesquels ils vivent. Et les gens qui distribuent les bonbons devront rester à 2 mètres des enfants. Et finalement, bien sûr, vous ne pouvez pas organiser des fêtes de l'Halloween. Cette année, ce n'est que pour les enfants qui font la cueillette des bonbons. Il nous faut continuer de se protéger pour de très bonnes raisons. Parce qu'on protège les plus vulnérables entre nous, surtout les aînés, on protège notre système de santé et nos travailleurs et travailleuses de la santé et maintenir nos enfants à l'école. Et j'ajouterai une 4e raison, c'est que parce que nous voulons voir nos amis et nos familles à Noël. Je vous remercie. Donc on va débuter la période de questions. Il y a des micros prévus à cet effet. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous limiter à une question, une sous-question par journaliste. On va commencer par André Ducharme de TVA Nouvelles. Oui, bonjour, Monsieur Legault. Vous avez sûrement vu les chiffres de l'Institut national de la santé publique, puis ceux aussi, évidemment, du ministère de la Santé et des Services sociaux. On dit près de 17 000 personnes infectées dans les travailleurs de la santé, beaucoup des préposés, 13 décès.
La question s'adresse autant à vous peut-être qu'à M. Dubé, mais les mesures que... Tout le monde s'entend, il y a des mesures qui ont été mises en place. Il y a eu beaucoup d'améliorations, de progrès faits dans les établissements depuis le printemps, mais il y a encore des problèmes de va-et-vient de personnel. Il y a encore des gens qui disent, compte tenu de ce qu'on sait maintenant sur les aérosols, est-ce qu'on ne devrait pas mettre à la disponibilité de tous les gens qui travaillent en zone infectée les fameux masques N95? Bien, premièrement, je pense qu'il est important, vous l'avez dit, que depuis la publication, mais surtout la période où les gens ont été interrogés, là, qui s'est fini à peu près à la mi-juin, vous l'avez bien dit, on a mis énormément de mesures en place, puis j'aimerais dire qu'on en a vraiment pris acte de cette information-là, parce que c'était une des sources qui nous a aidés à planifier la deuxième vague, le plan que nous avons déposé à la mi-août. Donc, je vais mettre ça en contexte pour que les gens comprennent bien que depuis que cette étude-là a été faite, comme vous l'avez dit, il y a énormément de choses qui ont été mises en place. Je vous dirais que je pense qu'il va y avoir encore une fois des modifications qu'on pourrait apporter. Vous parlez des N95. Moi, je pense qu'on a établi maintenant non seulement avec nos PDG des CIS et des CIUS, mais une discussion toutes les semaines. Je vous le rappelle, hein, quand je vous vois chaque semaine, je leur parle, je leur demande comment on peut ajuster les choses. Est-ce qu'un jour, puis je ne dis pas qu'on va le faire avec les N95 parce qu'il y a des discussions en ce moment, puis il y a eu des demandes du syndicat, la FIC a fait des demandes spécifiques là-dessus, mais je voudrais dire les ajustements qui vont devoir être faits en protection et contrôle des infections, on va les faire. Je veux juste vous dire ça comme principe, parce qu'on commence, par exemple, à faire ce que j'appelle des mini-vérifications dans les CHSLD pour aller s'assurer que maintenant que le plan qu'on a fait, il est suivi. Parce que les gens l'ont bien dit aussi dans cette étude-là, je suis certain que vous l'avez vu, souvent c'est par inadvertance que les gens se contaminaient eux-mêmes entre employés. Alors, il faut trouver la façon, maintenant que les règles sont très claires, de le faire correctement. Sur la mobilité du personnel, qui est, pour moi, un des enjeux les plus importants, on le dit pour la question des préposés aux bénéficiaires, c'est réglé. Je vous ai dit qu'on était en train de préparer un arrêté ministériel qui va venir confirmer dans quel cas, quelles sont les exceptions où il va pouvoir y avoir de la mobilité du personnel. Et lorsque cet arrêté-là va avoir été conclu, parce que c'est beaucoup plus compliqué et c'est beaucoup plus répandu, parce que c'est un mode de gestion, souvenez-vous ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt cette semaine, mais je veux juste rassurer les gens que cette étude-là dont vous faites référence, qui a été publiée hier, on va en tenir compte pour s'assurer que la mobilité de personnel se fait dans un environnement où la protection et le contrôle des infections est là. Ça, c'est garanti. Est-ce que je peux demander juste une précision sur le couvre-feu? Est-ce que ça veut dire qu'on peut éliminer d'emblée, que même si on suit souvent la France, qu'il n'y aura pas de couvre-feu au Québec? On ne regarde pas ça actuellement, non. On va y aller avec Lia Lévesque de la presse canadienne. Oui, Monsieur Dubé, vous n'êtes pas sans savoir que les infirmières de la FIC vont faire une grève de temps supplémentaire obligatoire le 24-25 octobre. Je voudrais vous entendre à ce sujet-là. Bien, premièrement, on n'est pas encore rendu au 24-25 octobre. Je pense que l'équipe de Mme Bédard et l'équipe de Mme Lebel et toutes les équipes travaillent très fort, vous savez, depuis plusieurs semaines à trouver un règlement. Et je comprends très bien, puis je comprends très bien la position syndicale de dire que c'est peut-être une de leurs alternatives. Mais vous me connaissez, moi je pense qu'il y a encore beaucoup de jours d'ici le 24 et 25 octobre. Puis je me fie beaucoup au rapprochement qui s'est fait dans les derniers jours entre les deux parties pour continuer à travailler puis trouver une solution. Êtes-vous prêt à bouger sur les ratios? Bien, je vous dirais que je vais laisser ça à ma collègue parce que on dirait que plus je m'en éloigne, mieux ça avance. Alors, probablement que je vais laisser ça comme ça, puis je pense qu'ils vont réussir à trouver une solution. Merci. On va y aller avec François Carabin, Journal Métro. Bonjour, messieurs. 28 nouveaux morts au bilan. Aujourd'hui, ce n'est pas le chiffre absolu pour la journée, mais 28 nouveaux morts quand même. Est-ce que c'est devenu plus difficile de prévenir les décès
étant donné la variété d'endroits d'où les éclosions proviennent. On avait une provenance très circonscrite à la première vague avec les CHSLD. Est-ce que c'est devenu plus compliqué? Bien, écoutez, il y a plusieurs raisons. Je suis jamais heureux, quelqu'un comme moi, d'avoir des chiffres là, que je ne m'attends pas. Puis honnêtement, quand j'ai vu les premiers chiffres là, sur le 28, mais je veux le mettre en contexte parce que, premièrement, un décès, c'est un décès de trop. Alors, 28, c'est beaucoup trop pour ce que je suis capable de prendre tous les jours. Là. Puis je ne parle pas pour moi, là, je parle pour tous nous autres. Mais je veux le mettre en perspective. En ce moment, notre défi, c'est que lorsqu'on a 1000 cas par jour et qu'on a des hospitalisations maintenant qui sont rendues en à peu près une 50aine d'entrées par jour, hein? C'est énorme. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des décès. Là. Ça fait des semaines que je le dis. Préparez-vous, les décès s'en viennent. Hein? On trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup de décès, mais là, il y en a. Là. Alors, le nombre de décès, il est beaucoup plus lié au fait qu'on a monté jusqu'à 1000, 1200 cas, que ces gens-là ont fini par passer par les hôpitaux, puis là, on va avoir des décès. Il faut juste comprendre que c'est lié au grand nombre qu'on a eu dans la grande montée du dernier mois et demi. Bon, maintenant, ce que j'aime moins, puis que je me suis fait expliquer encore une fois dans les 24 dernières heures, c'est que aujourd'hui, là, on devrait malheureusement avoir un taux d'à peu près 10 décès par jour, si on se fie seulement aux statistiques. Alors, si on a pris un retard de quelques jours à cause du long week-end, à cause que peut-être dans certains cas, les certificats ont été plus longs à avoir, toutes ces raisons-là font que c'est pas long, ça prend 2 jours de retard, puis on vient d'accumuler 20 cas de plus. C'est simple comme ça. C'est triste à dire parce que là, on parle de décès, puis c'est pas d'autre chose, c'est des décès. Mais je voudrais vous dire que on est beaucoup plus dans la résultante du grand nombre de cas qu'on vient d'accumuler au cours du dernier mois. Alors, la meilleure façon de ne pas avoir les décès, puis je le sais que je me répète, là, mais c'est de baisser le nombre de cas et de baisser le nombre d'hospitalisations. Alors, c'est la meilleure réponse que je veux vous donner, mais j'ai encore pleinement confiance dans les chiffres et je vous rappellerai une chose, c'est pour ça qu'on a pris la décision, rappelez-vous, quand j'ai commencé, il y a à peu près 3 mois, j'ai dit, il faut se fier aux moyennes mobiles. Parce que regarder juste une journée, c'est pas suffisant. Les décès, malheureusement, cette semaine, c'est à peu près ça, 10 décès par jour qu'on a dans la dernière semaine. Mais il faut la baisser. Rapidement, M. Legault, on apprend ce matin qu'une escouade lancée par le SPVM il y a environ 1 an, l'escouade Quiétude, est 42 fois plus susceptible d'arrêter et d'accuser une personne noire versus une personne blanche. Qu'est-ce que ça vous dit sur le racisme au sein des services policiers? Et j'aimerais vous entendre aussi sur une nouvelle définition, celle de racisme institutionnel apportée par le chef du Parti québécois, le nouveau chef du Parti québécois. Bon. D'abord, l'étude que vous mentionnez, on est en train de la regarder, là, mais elle a été faite par le même prof qui nous avait dit au printemps de sortir en liberté tous les détenus au Québec. Donc, juste mettre ça dans le contexte, là, la personne qui sort l'étude, c'est celle qui nous disait de sortir tous les détenus en liberté au printemps. On va l'étudier, l'étude. Maintenant, bon, vous revenez encore sur les mots. Moi, je pense qu'il y a du racisme au Québec, mais ce qu'on veut, c'est de lutter contre le racisme, c'est pas de mettre des mots. Qu'est-ce que ça veut dire, racisme institutionnel? C'est dans combien d'institutions? Poser des questions à PSPP. On va passer à la prochaine question. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. François Garriépi, Radio X à Québec. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment eu de point de presse là, dans notre secteur depuis le 18 août, mais je vous salue comme ça bien bas. Ma question est la suivante. C'est dans les derniers jours, le docteur David Navarro a envoyé spécial de l'OMS a déclaré que l'organisation ne conseille pas le confinement à moins de dernier recours. Aussi, plus de 20 000 médecins scientifiques demandent par la déclaration de Great Barrington qu'on protège les gens à risque et qu'on laisse les autres vivre normalement. Est-ce qu'il est temps de revoir peut-être les stratégies ou est-ce qu'on peut envisager un rouvrage du Québec, on va dire comme ça, le 23 ou même le 28 octobre prochain? Bon.
d'abord, je ne vous cacherai pas que j'ai de la misère avec vous, Monsieur Radio X, et 28 décès aujourd'hui, là, ce sont des vrais décès. Maintenant, il faut être prudent. Le document que vous citez parle de confinement. Et puis, comme je l'expliquais tantôt, on est très, 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 très loin du confinement du printemps, là, où on avait fermé toutes les écoles puis à peu près toutes les entreprises. Là, pour l'instant, ce qu'on a fermé, c'est les restaurants, les bars, les salles de spectacle, certains sports collectifs. Donc, attention d'utiliser le mot confinement. Puis la raison pour qu'on fait ça, bien, les raisons pour qu'on fait ça, pour réduire le nombre de morts. Moi, j'aime pas ça, avoir 28 décès de la COVID. Pour sauver notre réseau de la santé, parce qu'on approche du 500 personnes hospitalisées. Ça fait 500 lits. Les infirmières s'occupent de ces 500 personnes-là au lieu de faire des chirurgies. Puis, je veux mettre toutes les chances de mon bord pour que les jeunes restent à l'école. Actuellement, on a 1000 classes, un peu plus que 1000, où il y a eu au moins un enfant infecté, puis qu'on a dû fermer ces classes-là. Ça veut dire qu'il y a 3 de nos enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Ça me choque. Et moi, j'invite Radio X là, à demander à vos auditeurs de respecter les consignes. C'est ce qui est fait tous les jours, monsieur le premier ministre. En fait, juste en dernière question, en complément, là, en fait, vous avez parlé tantôt que ça n'arrivera jamais ici au Québec qu'on ait un couvre-feu, mais dans les faits, c'est pire d'avoir la zone rouge. Les restaurants ne sont pas ouverts pour la plupart des citoyens. Il y a une contrainte qui est plus marquante avec une zone rouge qu'un couvre-feu. Donc, on a la certitude que jamais il y aura de couvre-feu ici au Québec? Bon, d'abord, on pourrait parler de ce qui se passe en France, dans certaines zones, puis dans beaucoup de pays, beaucoup d'États. Les restaurants, les bars sont fermés. Là, ce qu'on dit aux gens, c'est en France, là, on leur dit rentrez chez vous à 9 heures. Donc, comme ça, ils sont certains qu'ils ne feront pas des parties ni dans un restaurant, ni dans un bar, ni dans une maison. On n'est pas là, puis on n'a pas l'intention de le faire. Mais encore une fois, moi, je vous invite à demander aux Québécois de respecter les consignes, c'est-à-dire pas faire de party chez eux. Bonne fin de journée, merci. Merci, M. Radio X. Olivier Bachand, Radio-Canada. Bonjour, M. Legault. Pour revenir sur l'idée d'un couvre-feu, donc vous l'excluez d'emblée, mais si jamais le docteur Arruda vous disait que ce serait une bonne chose, est-ce que vous l'appliqueriez? Écoutez, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais c'est pas envisagé. C'est pas envisagé actuellement. Là. Puis, écoutez, comme je le disais tantôt, là, avec les quelques mesures qu'on a annoncées il y a 2 semaines, déjà, on a réussi à stabiliser à 1000 nouveaux cas par jour. Puis, on espère que ça va baisser avec ces mesures-là. Donc, on n'envisage pas d'ajouter d'autres mesures, puis on n'envisage pas de couvre-feu. Maintenant, vous avez sûrement entendu parler de cette histoire de bingo à Saint-Jean-sur-Richelieu. D'ailleurs, il y a eu un cas positif de coronavirus dans ce bingo-là. L'Auto-Québec organisait jusqu'à tout récemment le bingo en réseau. Est-ce que vous pensez que la société d'État a, d'une certaine façon, encouragé les rassemblements qui ne cadrent pas dans les normes sanitaires? Bien, écoutez, je pense que s'il y a des discussions à avoir avec l'Auto-Québec, je vais m'assurer qu'on les a avec mon collègue, entre autres, là, pour être certain que ça ne vient pas mêler les cartes. Mais j'aimerais ça revenir sur la question des principes par rapport au bingo. On va régler l'Auto-Québec, puis s'il y a des précisions à faire avec eux, on va les faire. Mais je vous dirais en conclusion que je ne voudrais pas que les bingos deviennent le karaoké d'il y a quelques semaines. Puis je pense que quand on a dit qu'on ne voulait pas de rassemblement intérieur, même dans une zone orange de 25 personnes, j'ai un peu de misère à comprendre que quelqu'un pense qu'il peut faire un bingo de 250 personnes, où les gens sont là puis qui vont crier bingo. Un peu comme on s'est dit, est-ce qu'on avait besoin de spécifier dans notre arrêté sur les bars il y a quelques mois qu'il ne fallait pas se lever, qu'il ne fallait pas chanter, puis là, d'avoir à mettre que le karaoké devait être interdit. Alors, ce que je vous dirais aujourd'hui, à ceux qui nous écoutent, là, si on a besoin de préciser qu'un bingo, ça ne devrait pas avoir lieu,
bien, je pense qu'il va falloir le faire parce que notre objectif, c'était de limiter les rassemblements. Puis ce qui est encore pire avec un bingo, ça se fait avec des gens qui sont plus âgés, plus vulnérables. Alors moi, je demande juste une question de jugement. Dans une zone orange, même si c'était permis à 25 personnes, ces gens-là ont fait un bingo de 250 personnes. Alors aujourd'hui, là, on est en train de discuter comment on va faire pour que les gens suivent les mesures, puis qu'on arrête d'avoir 1000 cas par jour, puis d'arrêter d'avoir des hospitalisations puis des décès. Alors, je vous dis clairement aujourd'hui, les bingos, c'est pas permis. C'est clair? Merci. Merci. Bonjour, Denis Couture de Cogeco Nouvelles. Monsieur Legault, je reviens sur votre annonce du jour à propos de l'Halloween. Comment vous allez faire pour qu'il n'y ait pas justement un phénomène bingo et que les gens respectent les consignes que vous avez dites aujourd'hui, notamment le 2 mètres? Est-ce qu'il va y avoir une présence policière plus importante dans les rues? Parles de la glissade. Comment vous allez pouvoir faire un Halloween qui est COVID? Bon. D'abord, il y a une question de gestion de risque là, par rapport aux inconvénients. Puis peut-être que les gens qui n'ont pas d'enfants ne savent pas comment c'est important pour les enfants l'Halloween, là, mais je peux vous dire que c'est très important pour eux autres, pour leur qualité de vie. Bon, d'abord, l'essentiel de l'Halloween, ça se passe dehors. Donc, ça se passe à l'extérieur, puis on l'a souvent dit, les risques sont beaucoup moins élevés à l'extérieur qu'à l'intérieur. Bon. Là, il y a la question du 2 mètres, la personne qui donne les bonbons. Bon. Encore là, ce qu'on dit, ce que les spécialistes nous disent, c'est que quand il y a un contact qui est plus que 15 minutes, là, il y a plus de risques. Là. Donc, moi, j'espère, en tout cas, je pense pas que ça prenne 15 minutes donner des bonbons. Puis là, bien, il y a toutes sortes de monde ingénieux là, qui nous disaient... Qui disait ça? Bien, en fait, on a... Des tuyaux. Là, hein? On met des bonbons dans le tuyau. Glissade. Dans le sac. Glissade. Mais glissade. Soyez ingénieux pour essayer de respecter le 2 mètres autant que possible. Mais je comprends qu'il y a peut-être des petits risques, là, mais on n'est pas en train de parler d'un bingo avec 250 personnes qui sont là pendant des heures dans la même salle. C'est pas de ça qu'on parle. On parle des enfants qui se promènent dehors. Et puis là, ce qu'on dit, c'est malheureusement, vous ne pouvez pas être avec votre gang d'amis, là. Vous êtes juste avec les gens avec qui vous habitez. Là. Donc, on ne rentre pas chez le voisin, là. Idéalement, pas idéalement, là. Moi, ce que je souhaite, c'est que ça se fasse à la porte. Même ceux qui ont une galerie, là, si c'est possible de mettre ça sur la galerie dehors, c'est encore mieux. Et les adultes? Puis les adultes, les parties d'Halloween d'adultes, non. Non. On reporte à Noël. Parfait, on va passer à la prochaine question. Véronique Lauzon, la presse. Bonjour. Les patients, il y a des patients de résidence qui sont transférés en zone chaude dans les CHSLD et lorsqu'ils sont infectés. Vous n'avez pas peur que les CHSLD débordent? Et aussi, je voulais vous entendre sur les sites non traditionnels. Est-ce qu'on va en ouvrir bientôt? Je pense que l'Hôtel-Dieu va peut-être ouvrir des unités. Je vais diviser votre question en deux parce que les 2 points sont importants. Moi, quand j'ai pris, entre autres, connaissance de l'article ce matin là, sur les transferts, puis les transferts qui ont eu un impact sur la santé, je dirais la santé, entre autres, mentale des gens, j'ai demandé à Mme Blais, à Marguerite Blais, de faire un suivi là-dessus parce que je comprends dans quelle intention ça a été fait. Ça a été de les protéger d'une zone chaude, mais je pense qu'il y a un effet, je dirais, corollaire de ça qui est négatif. Alors, je pourrais vous dire que Mme Blais est en train de discuter en ce moment avec notre personnel pour voir si c'est la meilleure façon de faire. On a essayé de le limiter le plus possible parce qu'il y en avait eu plusieurs de ces déplacements-là dans la première vague, mais je pense qu'on doit trouver une autre solution. Ça, c'est pour... puis, rappelez-moi la deuxième... Les sites non traditionnels, l'Hôtel-Dieu... Ce qui paraît que ça fonctionne bien. Les experts ils disent que c'est une bonne façon de... Oui, en fait... On a fait préparer par Dr. O'Patterney le genre de site que j'appellerais dédié. On n'est pas encore rendu à en avoir besoin, mais l'Hôtel-Dieu est un exemple d'un endroit où on pourrait le faire. On a fait préparer les chambres qu'il fallait, mais on n'est pas encore rendu là. Parce que
Quand on a un site dédié qui était non utilisé, il faut avoir le transfert du personnel aussi. Hein? Et ça, c'est notre enjeu en ce moment parce que si on avait énormément de personnel, je pourrais vous dire qu'il serait déjà rendu là. Mais en ce moment, là, s'il faut jongler puis d'essayer de voir où est-ce qu'on va en avoir besoin en premier. Fait qu'on aime mieux laisser le personnel infirmier où on en a besoin en ce moment. Mais si la situation l'obligeait, ce qu'on ne souhaite pas, là, à 450-500 lits pris, dont à peu près 300 dans la région de Montréal, on est encore correct. Mais il ne faudrait pas que ça bouge beaucoup pour qu'on ait besoin de nos sites dédiés. C'est pas si je réponds à votre question. Oui, puis j'oserais une autre petite question à propos de la hausse des décès cette semaine. Depuis une semaine, il y a eu 64 décès, puis ils ont tous plus de 60 ans. Est-ce que vous craignez la santé pour nos aînés? Comment vous voyez ça? Bien, c'est ça. C'est pour ça que tout à l'heure que je vous disais, là, quand on est rendu à une moyenne d'à peu près 10 décès par jour, on le voit très bien que c'est encore nos personnes vulnérables. Hein? Nos jeunes sont affectés, mais il y a eu quelques décès, malheureusement, chez les jeunes, mais c'est vraiment anecdotique. Donc, il faut absolument qu'on garde, je dirais, nos CHSLD, principalement. Les RPA, les gens sortent puis rentrent. C'est moins un enjeu, ça devient presque leur choix à eux. Mais dans les CHSLD, là, je vous dirais je pense que ce matin, on en avait 32 où il y avait des cas de COVID. 32 CHSLD sur 404, là, un peu plus de 400. Pour moi, c'est déjà trop. Alors, c'est sûr que c'est ça qu'on surveille à tous les jours parce que ces cas-là, ils sont soit rentrés par des employés, soit rentrés par des visiteurs ou peu importe. Donc, je vous dirais qu'en ce moment, ma grande préoccupation, elle est là, même si on a mis un système de protection, de contrôle très fort, c'est là. La dernière chose que je vous dirais, vous ne l'avez pas posée, mais j'en profite, parce que les décès que l'on a dans les CHSLD ne passent pas par les hospitalisations. Puis il faut que les gens réalisent ça. Fait que quand on vous donne la statistique du nombre de cas qui se transfèrent en hospitalisation puis en décès, souvent les décès ne passent pas parce qu'une personne va préférer mourir en CHSLD parce que, d'où l'inconfort de votre première question, il y a des gens qui disent, si je l'ai attrapé, j'aime mieux finir mes jours ici. Alors, il faut que les gens comprennent comment c'est important de ne pas créer ces cas-là, parce que malheureusement, on va avoir encore des cas, des décès en CHSLD, puis il faut éviter ça au plus possible. C'est bon? On va y aller avec Cédric Caron du Journal de Montréal. Bonjour, messieurs. Monsieur le Premier ministre, il y a eu un changement de sous-ministre au ministère de l'Éducation. C'est rare qu'on fait des changements quand les choses nous plaisent, donc j'aimerais savoir qu'est-ce que vous souhaitez qu'il change et est-ce que c'est un message pour Jean-François Roberge? Oui. Bien, d'abord, vous dites c'est rare qu'on change les sous-ministres. Non, qu'on change les choses quand tout va bien et que tout nous plaît. Oui. Bien, écoutez, il y a régulièrement des changements de sous-ministres. Depuis que je suis en politique, peu importe le parti, il y a quand même régulièrement des changements de sous-ministres. Maintenant, l'éducation, c'est un gros ministère. Actuellement, il y a encore plus de pression sur le ministère avec la pandémie. Il y a des gros projets, les nouvelles écoles, les belles écoles, la maternelle 4 ans. Donc, c'est un énorme défi de gestion. La personne qu'on a nommée là, Alain Sancartier, c'est un excellent gestionnaire. Puis ça n'enlève rien à celui qui était là avant. Mais il y a un gros défi, puis on a jugé que c'était le bon temps de mettre une nouvelle personne à l'éducation. Puis non, ce n'est pas un message à Jean-François Roberge. C'était fait là, avec Jean-François. Docteur Arruda, si vous me permettez, mon collègue de Radio X en a parlé un peu, l'étude de l'OMS. Je sais que nous ne sommes pas présentement en confinement. Toutefois, je me demandais comment est-ce que cela peut venir teinter vos réflexions dans le futur lorsque l'OMS parle de cette façon-là? On a toujours appliqué les recommandations, en tout cas, et on se fait très près de l'OMS. Comme le disait le premier ministre, on n'est pas en confinement. L'OMS s'adresse aussi à tout le monde, au monde entier. Et ils ont crainte que le confinement entraîne des facteurs sociaux importants, des pertes de revenus, etc., etc. Dans nos sociétés, il y a quand même eu des compensations qui ont été données.
Je pense que c'est un équilibre fragile. Ce que j'inviterais, moi, ici à faire, c'est que le meilleur des messages, c'est que nous, on va s'occuper de faire ce qu'on a à faire dans nos milieux pour la prévention et le contrôle des infections, pour protéger les travailleurs, protéger nos personnes âgées. On va s'organiser pour enquêter les cas rapidement et faire le traçage. Et l'autre partie qui est très importante, que l'OMS dit aussi, c'est l'implication de la communauté. Et c'est ça qu'on fait actuellement, interpeller la population pour leur dire que qu'est-ce qu'ils peuvent faire, eux, pour que ça se maintienne et qu'on ne retourne pas en confinement. Parce que ces décisions-là sont excessivement difficiles. On les fait pour, n'oubliez pas, la vie, la mort et aussi protéger un système de soins pour que des gens qui ont d'autres aussi maladies puissent accéder à un système de soins, qu'on arrête de reporter tout ça. On n'est pas en confinement au Québec. Les écoles sont ouvertes, nos entreprises sont ouvertes, mais on a besoin de la collaboration de tous. Merci. On va passer en anglais. We'll switch to English. Next question. Yes. Sorry you canceled my Halloween costume. I had a great costume of Mr. Arruda. J'avais un excellent costume de M. Arruda pour le party d'Halloween. C'est dommage qu'il n'y aura pas de fête. Docteur Arruda, la situation à Montréal, ça a été une des premières zones rouges. Qu'en est-il de Montréal maintenant, s'il vous plaît? Réponse. La situation demeure fragile à Montréal. Et si nous comparons au printemps, non seulement la situation au pourtour de Montréal, qui est critique, mais nous ne sommes pas en mode panique. Il y a une stabilisation à laquelle on assiste. Mais tout mouvement dans les grandes villes où les gens pourraient baisser la garde, que ce soit les gestes barrières, l'hygiène ou les masques, pourrait faire exercer une pression sur les admissions hospitalières et nous faire revivre des problèmes. Question. Parlez-nous du taux de décès. On a vu un sursaut aujourd'hui, mais la deuxième vague a vu un taux de décès bien inférieur à la première vague. Donc, les gens qui sont infectés aujourd'hui, voyez-vous pour l'instant le taux de décès demeurer plus faible qu'à la première vague? Réponse. Je l'espère bien. Les aînés qui sont à plus haut risque et les gens qui ont des conditions médicales, des comorbidités, n'y soient pas exposés au virus. Quand je pense au CHSLD ou au foyer de retraite, j'espère que nous pourrons maîtriser toute éclosion, tout cas. Mais si vous êtes au-dessus de 70 ans, si vous avez une maladie sous-jacente, votre risque est plus élevé. Maintenant, l'essentiel, c'est de protéger cette population avec les mesures que nous adoptons. Si vous êtes jeune, si vous avez une vie active, pensez aux aînés, car c'est ces gens-là qui meurent de ce virus. Question. Mais le virus, est-il possible qu'il aurait évolué vers une souche moins mortelle? Réponse. Écoutez, c'est que ce n'est pas la même population qui est exposée. Les aînés dans les CHSLD ont montré ces taux de décès élevés. Si le virus recircule et les gens ne se protègent pas, nous verrons probablement une montée des taux de mortalité. Mais grâce à ce que nous savons, avec les mesures que nous avons adoptées, c'est justement pour les protéger que nous agissons comme nous le faisons. Mais je ne crois pas que le virus a changé de dangerosité. Pour ma part, j'aimerais rajouter 2 chiffres. 28 décès pour 8,5 millions, c'est 3 décès par million. Aux États-Unis, hier, ils étaient à 970 morts, divisé par 331 millions, ça donne 3 morts par million. Donc, il nous faut le prendre très au sérieux. Bonjour. Je vais commencer avec la bonne nouvelle de l'Halloween. Vous avez expliqué les lignes directrices pour pouvoir fêter l'Halloween. J'aimerais mieux comprendre la réflexion sous-jacente. D'accord, l'Halloween est sécuritaire comparé à d'autres activités sociales ou festives.
Réponse. Avant tout, ça se passe dehors, n'est-ce pas? La plupart des activités. Donc, les risques sont amoindris. Et de beaucoup, dehors, en comparaison avec l'intérieur. Deuxièmement, nous demandons aux gens de passer pour l'Halloween qu'avec les membres d'une famille. Troisièmement, et voici le vrai défi, nous demandons aux gens qui distribuent des bonbons de maintenir le 2 mètres des enfants. Donc, idéalement, vous mettez les bonbons dans un récipient et vous êtes à 2 mètres du bonbon et vous demandez aux enfants, vous avez des petits sacs, et vous demandez aux enfants de prendre le sac, un sac, pas plus qu'un sac par enfant, et de ne pas toucher les autres sacs. Donc, je pense qu'on peut respecter les principes festifs et c'est tellement important pour les enfants. Moi, je me rappelle, mes 3 garçons, ils en parlaient pendant 1 mois avant et discutaient du costume et tous les détails. Donc, c'est une fête vraiment essentielle pour les enfants. Et nos enfants ont beaucoup souffert depuis 8 mois. Il faut leur donner ça. Bon, maintenant, peut-être une question un peu plus sombre. Premièrement, c'était les bars à karaoké. Maintenant, on dirait que c'est les bingos, les salles de bingo. Monsieur Dubé, vous l'avez dit clairement avant, mais jusqu'ici, y a-t-il eu une rupture dans la communication? Les gens n'arrivaient pas à comprendre. Réponse. Ah oui, j'y réponds. Alors écoutez, pour ma part, j'estime que les gens sont vraiment bien. J'ai vu quelques articles à cet égard, mais je le dis de façon concise. Les gens sont vraiment excellents à trouver les fissures dans les lois, dans les directives, et ils s'engouffrent dans les échappatoires. Bon, alors, même si ça respecte le texte de loi, les gens utilisent leur créativité pour s'échapper à l'esprit de la loi. Et c'est ce que je voudrais dire, que ce n'est pas la chose à faire. Mais vous l'avez dit en français très clairement par rapport au bingo. Non, c'est fini les bingos. La clé est dans la porte. Question. Monsieur Legault, vous avez dit que nous avons à peu près 1000 cas par jour. Mais pouvons-nous vraiment dire, c'est que si nous procédons à moins de tests en 5 ou 6 jours, est-ce que c'est vraiment précis comme statistique de tendance? Réponse. Je vais permettre aux autres de répondre aussi, mais quand vous regardez le pourcentage de cas déclarés positifs divisé par le nombre de tests, on voit une baisse. Donc cela, c'est nonobstant le nombre de tests, n'est-ce pas? Complément de réponse. Une des raisons pour lesquelles il y a moins de tests, c'est que nous avons été très clairs sur les gens que nous voulions voir dans les centres de dépistage. Donc, soit vous avez été infecté, alors ça c'est évident, si vous avez été en contact étroit avec une personne infectée, ou la santé publique vous a appelé parce que vous faisiez partie d'une chaîne de contagion potentielle avec les dépisteurs de contact. Donc, quand on voit, c'est que les gens qui se présentent dans les centres de dépistage suivent davantage les 3 groupes que je viens de mentionner. Cela explique la diminution, parce qu'à un moment donné, on faisait bien 35 000. Maintenant, on est à 25 000 en moyenne par jour. C'est la raison principale, voyez-vous. Maintenant, exactement ce que M. Legault a dit. Nous verrons comment la variation sera du côté positif, car nous changeons également la population cible ou échantillon. Mais le changement important, c'est dans le nombre de personnes qu'on a invitées à venir en priorité. C'est la raison principale, d'après moi. Question. Pour la protection des travailleuses de la santé, on a suggéré que pendant la première vague, les travailleuses de la santé étaient 10 fois plus probables d'attraper la COVID. Que faites-vous de plus pendant la deuxième vague pour protéger les travailleuses de la santé? Réponse. J'apprécie beaucoup la question. J'estime que les gens comprennent qu'on a beaucoup progressé depuis la période du sondage. C'était au mois de juin. Je sais que l'été, de juin jusqu'au mois d'août, quand j'ai préparé le plan pour la deuxième vague,
nous avons noté tous ces éléments, n'est-ce pas? Donc les gens doivent comprendre, être assurés avant tout que la situation qui prévaut dans nos milieux de santé n'est plus la même que ce qu'on a vécu lors de la première vague. D'une part. D'autre part, s'il fallait améliorer quelque chose, et je pense que l'exemple du N95, le masque, la FIC, la Fédération des infirmiers et infirmières du Québec, en ont parlé. Mais jusqu'ici, l'expertise qui a été préparée par différentes analyses n'a pas exigé ce masque. Mais j'ai dit à Daniel Dernay, les responsables de ce dossier, s'il nous faut améliorer quoi que ce soit, s'il faut changer cette consigne, nous le ferons. C'est que, voyez-vous, on n'a pas de problématique avec l'équipement de protection. Ce n'est pas un enjeu. C'est un changement important, n'est-ce pas, depuis 3 mois. Maintenant, nous avons des stocks tout à fait suffisants de masques et de tout l'équipement, les blouses, les visières, ainsi de suite. Donc, si jamais on reçoit des conseils contraires, nous les suivrons, c'est clair. Question, bonjour. Pour l'ambiguïté des messages, quand vous voyez le bois à Boisbriand, les salles de bingo, est-ce que vous sentez un épuisement, une lassitude, un découragement que votre message ne passe pas? Réponse. Non, sachez que je ne suis pas vraiment une personne qui se décourage facilement. Ce n'est pas chose facile que de me faire vivre le découragement. Je suis ennuyé, contrarié, ça oui. Car pour le bingo, par exemple, comme je l'ai mentionné, je suis même surpris que les gens n'arrivent pas à comprendre les organisateurs, même s'ils trouvent, pour l'instant, cette créativité pour interpréter le message. Ce n'est pas une question de savoir si vous pouvez ou non. Est-ce que vous devriez le faire? Devriez-vous inviter des aînés dans une salle fermée où ils vont crier leur bonheur de gagner? Je crois que c'est un manque de jugement. Excusez-moi, mais j'ai pas d'autre façon de le voir. C'est une erreur de jugement. C'est un événement de transmission. C'est clair. Donc, c'est pourquoi je dresse la comparaison que j'espère que les gens vont comprendre l'intention derrière la directive. Que ce soit le karaoké, vous rappelez le nombre de gens infectés par ce seul événement de karaoké? Écoutez, moi je demande aux organisateurs qu'ils soient dans la zone orange ou rouge ou verte. Ils ne pouvaient pas avant, maintenant ils peuvent, etc. Mais servez-vous de votre jugement. Il faut protéger surtout les gens dont le groupe d'âge annonce un décès probable une fois malade. Alors, franchement, on a été à Montérégie, à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Avec le dépistage, j'espère que nous pourrons assurer le contrôle. On ne sait pas le nombre de gens qui ont été mis en contact. La santé publique de Montérégie va préparer un rapport. J'ose espérer que ce ne sera pas aussi grave que ce qu'on a vécu avant avec des événements de super contagion. Question inaudible, réponse. Répétez. Y a-t-il des efforts pour accélérer le dépistage pour l'application des téléphones mobiles? Non, le suivi avec les pisteurs et les traceurs pour le système. Réponse, oui, c'est vrai, nous avons une augmentation progressive. On avait un problème d'effectifs au départ. Nous sommes tout près de 800 personnes maintenant, un peu plus peut-être. Et je crois que nous en avons besoin d'un peu plus, bien davantage au fond. C'est peu dire qu'on a besoin d'un peu plus. Nous avons un nouveau sous-ministre. Donc, on a un nouveau sous-ministre qui joint nos rangs mercredi et il prend ses fonctions lundi dans l'équipe du docteur Arruda. Cet individu, Gérald Gagnon, sera responsable de ce que j'appelle les opérations. L'opération, c'est le dépistage, c'est la vaccination, tout le dossier.
Je pense que cela permettra au groupe du Dr Arruda de prendre un rôle consultatif, mais je crois qu'il nous faut avoir un peu d'opérationnalisation dans le rouage. Donc, il fera partie des rencontres du vendredi et en lundi, il prendra les rênes pour coordonner tous ces aspects-là de la problématique. Happy Halloween. Alors, passez une belle fête de l'Halloween. On vous verra avant quand même. Voilà donc la fin de la conférence de presse de François Legault, premier ministre du Québec, Christian Dubé, le ministre de la Santé, et Horacio Arruda, le directeur national de la santé publique, qui essentiellement vient de dire, M. Legault, que les mesures qui sont en place jusqu'au 28 octobre, certaines mesures contraignantes, vont probablement être prolongées, devraient être prolongées au-delà du 28 octobre. Le bilan est relativement encourageant dans la mesure où on a l'impression que les cas de COVID se sont stabilisés autour de 1000, même si 1000 par jour, même si parfois il y a une compilation statistique qui se fait à rebours, en retard. La tendance générale depuis quelques jours, c'est de stabiliser le nombre de cas à 1000. C'est encore beaucoup, de l'aveu même du premier ministre. Ça peut avoir des conséquences sur le nombre d'hospitalisations et sur la pression sur le réseau de la santé, mais les chiffres sont quand même encourageants dans la mesure où il y a une stabilisation, une espèce de plateau qui a été atteint. Pas question de rajouter des mesures. C'est aussi important, c'est ce que M. Legault dit, par exemple. Pas question d'imposer un couvre-feu, comme c'est le cas, ou comme ce sera le cas demain soir, vendredi soir à minuit en France. Le président Macron l'a annoncé hier soir. Donc, pas question d'aller dans cette direction-là au Québec. Maintenant, certains sujets d'actualité. Les bingos. C'est pas permis, dit le ministre de la Santé, Christian Dubé. Il y a un événement qui s'est produit à Saint-Jean-sur-Richelieu hier soir. 170 personnes qui assistaient à un bingo. La police est entrée. On a demandé de suspendre l'activité. Et même si c'était permis, à 25 personnes, par exemple, en zone orange, M. Dubé dit qu'il va prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ce ne soit pas permis. On ne veut pas que le bingo devienne le karaoké des dernières semaines. C'est un manque de jugement, selon lui, de réunir autant de personnes dans un endroit clos dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19. L'annonce du jour concerne l'Halloween. Alors, M. Legault dit que l'Halloween sera permise. Le gouvernement va permettre donc aux enfants de passer l'Halloween, même si, sauf erreur, c'est de juridiction municipale. La recommandation... oui, l'Halloween peut être de juridiction municipale. Rappelez-vous, l'année dernière, je pense que ça avait été annulé parce qu'il faisait pas beau ou parce qu'il pleuvait trop. Et c'était les villes qui avaient pris ces décisions-là. Mais en termes de santé publique, donc, le gouvernement donne le feu vert pour que les enfants passent l'Halloween. Sauf qu'il y a 2 restrictions, 2 contraintes, 2 consignes qui sont émises. Ne pas passer avec ses amis. Donc, si vous passez l'Halloween, il faut passer avec les gens qui habitent sous le même toit que vous, à la même adresse que vous. Vous devez donc respecter le concept de bulle familiale lorsque vous passez l'Halloween. Et ça donne, la deuxième consigne donne lieu à toutes sortes de commentaires sur les réseaux sociaux en ce moment. Il faut être à 2 mètres pour donner les bonbons. Alors, comment les gens dans leur maison vont faire pour être à 2 mètres pour donner les bonbons? Il y a des gens qui... C'était la Dr Teresa Tam, je pense, la médecin en chef du Canada, qui disait peut-être que vous pourriez utiliser des bâtons de hockey pour donner les bonbons. Faites preuve d'imagination. C'est ça le message envoyé par François Legault au sujet donc de l'Halloween et de la façon de donner les bonbons. Mais il a aussi un autre message, c'est de dire vous n'allez pas faire de party d'Halloween pour les adultes. Et aussi pour Noël, parce que c'est la prochaine étape après l'Halloween, Noël. Le gouvernement se demande à combien on pourra fêter Noël sous un même toit. Est-ce que c'est 6? Est-ce que c'est 10? Le jury délibère toujours là-dessus, mais une chose est sûre, il n'y aura pas de gros rassemblements, de gros parties de bureau, de gros parties familiaux à Noël. Ça, c'est une évidence au moment où on se parle. Signe donc que beaucoup des mesures qui sont en place en ce moment vont continuer d'être appliquées, notamment le principe de base, éviter le plus possible les contacts sociaux, éviter le plus possible les rassemblements dans des lieux clos. Voilà pour Mordu de politique. Dans un instant, tout de suite, là, c'est Christian Latreille avec l'info. À demain, 12h30.